Good afternoon from Miami Beach. This is Dr. John Bennett with the French Neurosurgery Grand Rounds run by Saeed Taha, a neurosurgeon from the island of Reunion off the coast of East Africa, which speaks French. And Raid has procured the services of Philippe Rigoard, and from here on in, it's going to be all French. Welcome, Saeed. Thank you very much, John. Can you mute, please, Mohamed? I don't know. OK, thank you. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre webinaire French Neurosurgery Grand Round. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous le professeur Philippe Rigoard, neurochirurgien au CHU de Poitiers, que je connais très bien, puisqu'il est passé chez nous à La Réunion en tant qu'interne. On a gardé de très très bons souvenirs. On est devenus amis, grand amis. Malheureusement, donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et c'est l'occasion de se voir. Je vais faire une petite introduction du professeur Rigoard. Professeur Rigoard, comme j'ai dit, il est neurochirurgien au CHU de Poitiers, spécialisé dans la chirurgie du rachis, de la douleur, de la neuromodulation, ainsi que la chirurgie du handicap. Il a fait ses études de médecine à Paris, au niveau des hôpitaux en tant qu'externe des hôpitaux de l'assistance publique. Il a eu son diplôme et premier major de la promotion. Par la suite, il a passé son internat au CHU de Poitiers. Il est professeur, comme j'ai dit, et il prend en charge toutes les chirurgies instrumentées et non instrumentées, de la microchirurgie, chirurgie d'exercice du tumeur des nerfs périphériques, de chirurgie robotique, chirurgie de la douleur, technique de la neurostimulation. Il a développé, comme on va le voir, une structure dédiée à la prise en charge des douleurs. Il est également consultant honorifique du centre de douleur de Guy's and St Thomas NHS Foundation Trust Hospital à Londres. Il a exercé également à Chicago en tant que fellowship au niveau de la chirurgie du rachis et neurochirurgie fonctionnelle. Il est enseignant d'anatomie à l'Institut de morphologie humaine à la faculté de médecine de Poitiers et il est directeur du laboratoire de recherche Prismatics. Il a plus de centaines d'articles dans des journaux de revues par des pairs et indexés sur PubMed, des chapitres de plusieurs livres et a réalisé plus de 150 présentations à l'occasion de conférences et symposiums internationaux. Il est également donc, grand musicien et grand clarinetiste. Bienvenue Philippe et à toi la parole. Merci beaucoup Saïd. Vous m'entendez tous là, c'est bon? Oui, très bien. Ok, super. Je partage mon écran, ça va, vous voyez bien? Oui, très bien. Génial. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Je remercie infiniment Saïd vraiment de m'accueillir dans cette session. C'est un grand privilège. Hein. Saïd, ça a été un de mes papas chirurgicaux. Il m'a appris à mettre mes premières vis dans le rachis il y a une vingtaine d'années. Et on a fait quelques duos mémorables en face de l'océan Indien, effectivement, ou des clarinettes. C'est vraiment un super moment de souvenir. Voilà, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler finalement de stimulation médulaire et de l'impact de l'évolution de toutes les nouvelles technologies par rapport à cette technique. C'est quelque chose qui me paraît très intéressant, qui est trop peu connu pour les
les neurochirurgiens. Et je voulais juste vous faire une petite introduction parce que finalement, on est peut-être un peu loin les uns des autres, même si on parle tous français. Voilà, moi, je suis basé à Poitiers, où on a effectivement un hôpital, un CHU, dans une petite ville à taille humaine de campagne française. Elle est connue pour son histoire, avec un héritage historique important, et puis aussi pour le Futuroscope, qui était le parc sur lequel j'avais moi un poster quand j'étais adolescent en banlieue parisienne et où je voulais aller effectivement voilà, découvrir les nouvelles technologies à l'époque, mais plus dans l'image. On n'est pas loin des vignes de Cognac, on n'est pas loin de la côte atlantique. Et effectivement, dans cet environnement donc, de province, on a eu la chance de pouvoir développer une approche vraiment assez particulière. Moi, je me retrouve avec un service et une équipe de recherche complètement fusionnée, donc clinique et soins fusionnés. Et dans mon équipe clinique, ça peut peut-être vous faire sourire ou vous effrayer, mais il y a beaucoup d'orthopédistes à mes côtés et on fait une fusion neurochirurgien orthopédiste, médecin de la douleur, anesthésiste et rééducateur, en partant du principe où on a un patient qui arrive pour un syndrome de queue de cheval aux urgences, qu'on s'en occupe avec une décompression, parfois une stabilisation, et qu'ensuite, effectivement, il y a la douleur, il y a le handicap, et qu'on s'occupe de tout ça avec vraiment une fusion de professionnels de santé autour du patient qui est au centre de la prise en charge. Voilà, j'ai des conflits d'intérêts avec les entreprises majeures de stimulation, Allergan et Spine Art, avec des sessions de training et puis de la recherche qui est financée par ces industriels. Et je voulais commencer par finalement le terreau qui nous unit tous. Ce terreau, c'est effectivement la douleur. Et la stimulation médulaire, on ne peut pas l'aborder sans commencer par la douleur chronique réfractaire et ce fameux fail back surgery syndrome, alors, qui est un nom qui vient d'être abandonné, je voulais vous le préciser. En français, ça s'appelle lomboradiculalgie post-opératoire, hein, des gens qui, après une intervention, gardent des douleurs du dos et ou des membres inférieurs. Mais finalement, ça a été rebaptisé récemment par un groupe de travail international auquel j'ai eu la chance de participer. Et Nick Christelis de Nouvelle-Zélande vient de publier il y a quelques semaines la nouvelle appellation du FBSS qui vise à retirer cette connotation de blâme et d'échec. Et on appelle ça maintenant Persistent Spinal Pain Syndrome et de type 2 parce que c'est post-opératoire. Voilà, il va y avoir une modification de la classification ICD-11 dans la classification internationale des douleurs. Alors pour nous, neurochirurgiens, chirurgiens, c'est dur parce que c'est l'échec, quoi. Cet échec, il vient d'où? Il vient d'un échec technique, quand on met une vis de travers ou qu'on ne décomprime pas assez un canal étroit. Il vient d'un écueil d'indication, quand on s'est trompé d'étage ou bien qu'on a pris l'option de faire une chirurgie par voie postérieure avec la laminectomie sur une compression circonférentielle du canal cervical et puis que le malade, malheureusement, avec une faible lordose, part en syphose post-opératoire. Cet écueil, il peut venir des complications, une infection, un débricolage du matériel, le facteur prédisposant, quand on a un patient qui est gros fumeur, obèse et puis qui fait une infection. Il peut venir de l'ignorance intentionnelle, on n'en parle pas assez parce que ça nous fait du mal de parler de ça entre nous ou ailleurs, mais on ne prend pas tous la meilleure indication quand il y a effectivement des intérêts qui peuvent aller jusqu'à des intérêts financiers à vouloir réparer quelqu'un alors qu'il ne le méritait pas forcément ou qu'il fallait l'envoyer encore un petit peu en rééducation avant de toucher son dos. Et puis, il y a 3 dernières causes sur le FBSS, hein, le PSPS. C'est l'évolution naturelle du rachis qui va être atteint d'une autre pathologie alors que le patient a déjà été opéré et instrumenté. On peut très bien faire une hernie discale, effectivement, ou une autre pathologie, une spondylarthrite ankylosante ou une sacroïléite, alors qu'on a été opéré de quelque chose d'autre du rachis. Ou une évolution naturelle qui découle du montage, par exemple, qu'on a fait entre T11 et S1, et puis une syphose jonctionnelle ou une fracture même jonctionnelle ou un arrachement des vis qui donne cette complication, effectivement, qui est liée à la répartition des contraintes rigides, souples, entre un rachis instrumenté et pas instrumenté. Enfin, et c'est peut-être le plus important parce qu'on ne le considère pas assez, les patients qu'on prend en charge, qui se font opérer du rachis plusieurs fois, ils ont une psycho-vulnérabilité qui est terrible. Et on se rend compte, on le verra un peu plus tard, que ces gens-là, quand ils sont en train de divorcer et de disputer avec leur femme pour la garde des enfants, ou qui sont en conflit avec l'employeur, ce n'est pas le moment de les opérer effectivement d'un rachis douloureux. Ils en ont plein le dos, comme ils disent, et la lymphe ou la prothèse discale n'est pas forcément bien vécue à ce moment-là, avec des facteurs de psycho-vulnérabilité très importants qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà. La qualité de vie de ces patients, elle est catastrophique. Hein. C'est quasiment au même niveau qu'un cancer, pire qu'une hémiplégie vasculaire. La qualité de vie, 15%. Il y a 78% des patients qui ne peuvent plus travailler.
Et attention, il faut quand même garder ça en tête, 30 à 50% des malades opérés du rachis vont garder ou développer des douleurs chroniques, réfractaires, séquelaires. Donc, c'est 78% d'inactifs parmi ces 30 à 50% de patients qu'on va laisser sur le carreau quand on va les opérer d'une simple hernie discale aux urgences, effectivement, quand ils arrivent avec un déficit L5. Tout ça, ça amène à une certaine proportion de patients qui gardent des douleurs réfractaires. Il y en aurait sur 61 000 chirurgies du rachis, 4 000 et plus de 4 000 qui garderaient des douleurs chroniques, réfractaires du dos et ou des jambes avec une EVA supérieure à 5. On s'attendrait à ce qu'une partie de ces patients puissent bénéficier de la stimulation implantée. Moi, mon but, c'est certainement pas d'implanter toute la population, puisque c'est la meilleure façon de se planter. Mais rendez-vous compte, on a 1,4% de cette population potentielle qui est implantée en France, alors que ce taux est 10 fois supérieur en Belgique ou en Suisse. Voilà. C'est pas implanter tout le monde, c'est juste noter la sous-pénétration totale du nombre de patients implantés en France par rapport au nombre de patients opérés du rachis qui vont garder des douleurs séquelaires. Et quand on fait effectivement un chaînage PMSI, pareil, on a une cohorte qui peut s'attrésier de façon drastique pour qu'on ait moins de 0,7% de patients qui soient implantés à partir de gens opérés du rachis en France sur le chaînage PMSI. Alors, le management de ces radiculalgies, si ce n'est pas ces lomboradiculalgies post-opératoires, si ce n'est pas la neurostimulation, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il n'y a pas un patient qui ne franchit pas le pas d'une consultation multidisciplinaire de la douleur, qui n'est pas sous Lyrica et sous morphine ou Lyrica et tramadol. Alors que on a des méta-analyses, vous avez les références en dessous, on a des New England qui montrent que Lyrica contre placebo, aujourd'hui, c'est moins bien que le placebo. On a une méta-analyse en PLOS ONE sur 17 études randomisées de qualité méthodologique importante qui montrent qu'il n'y a aucun bénéfice de démontrer dans la prescription des antiépileptiques sur les douleurs chroniques neuropathiques. C'est quand même incroyable. Les opioïdes, plus de morts que les accidents de voiture aux États-Unis. L'overdose arrive en France. Les prescriptions, tant de Lyrica que de morphinique, mais de Lyrica aussi, sont maintenant sur la liste des stupéfiants depuis quelques semaines, le Lyrica, parce qu'il y a un trafic, un marché noir, effectivement, du Lyrica qui peut créer des effets psychotropes annexes. Et aujourd'hui, pourtant, c'est tous les patients douloureux chroniques qui prennent ces molécules. Et on arrive au bout de quelques années, à dire « Ah, quand le patient est dévasté psychologiquement, qui reste dans son canapé, qu'il a divorcé, qui ne fait plus rien de sa vie, qu'il n'a pas repris le boulot, qu'il a 12 ans d'évolution des douleurs, 12,6 années d'évolution des douleurs. » Là, à ce moment-là, on se pose la question d'aller le neurostimuler. Et il ne faut pas se planter, parce que sinon, on va dire que la neurostimulation, ce n'est pas une bonne idée, ça ne marche pas. Donc, on est face à des patients qui ont des effets secondaires extrêmement importants. Et se pose à un moment donné la transition entre médicaments et chirurgie, au sens large du terme, ou neurochirurgie, au sens large du terme. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer quand les médicaments sont insuffisants, qu'ils ont plein d'effets secondaires pour les aider? Alors nous, les neurochirurgiens, on a l'héritage, on a la culture, on a l'éducation de dire quand il y a un truc qui ne va pas et qui déconne, en neurochirurgie fonctionnelle, on le bousille. C'est-à-dire qu'on est un peu dans la caricature, là je provoque, mais on est dans la caricature de Shutter Island avec DiCaprio, où effectivement, pendant 50 ans, la psychochirurgie d'abord, et puis les chirurgies fonctionnelles, ont eu pour but de détruire quelque chose qui dysfonctionne, et ça marche très bien sur des douleurs de plexus brachial paroxystique, une drésotomie, mais une drésotomie aujourd'hui dans les vraies séries, ce n'est pas 95% de bons résultats. Dans les vraies séries randomisées, la drésotomie, c'est 50 à 60% de résultats corrects pour 38% de blessés graves et d'effets secondaires difficiles parce qu'on rentre dans leur moelle et qu'on crame à un moment donné des faisceaux, des faisceaux à l'intérieur du système nerveux qui peut-être pourraient demain, dans 5, 10 ans ou 20 ans, être restaurés sur la fonction par des nouvelles techniques de stimulation et d'hybridation en machine. On le verra à la fin pour l'ouverture. Donc aujourd'hui, il y a une vraie question technique et éthique sur le fait d'aller détruire du système nerveux pour le restant des jours d'un patient qui effectivement se retrouve victime de douleurs chroniques réfractaires. Alors au lieu de détruire, l'idée, c'est plutôt de se dire, plutôt que de détruire, on va stimuler. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'utiliser la stimulation médulaire avec une électrode qui est implantée en face des cordons postérieurs historiquement pour stimuler les cordons postérieurs de la moelle. Ça, c'est l'ajustement de la cible spatiale, à quel endroit on va mettre l'électricité pour dépolariser les bonnes fibres. Et tout ça, c'est possible avec un générateur, un pacemaker, qui va envoyer du signal avec une résolution temporelle du signal
en tonique, avec des paresthésies, sans paresthésie, avec des nouvelles formes d'ondes, du burst, de la haute fréquence, on va le voir dans quelques minutes, pour dépolariser le système nerveux et créer la stimulation médulaire par un champ électrique qui va venir sur la moelle épinière. Voilà. Donc, il y a une vraie révolution, et c'est le but de ce topo, dans le choix de la cible, dans le choix de l'électrode, dans les évolutions sur les neurostimulateurs, qui doit nous amener aujourd'hui effectivement à reconsidérer un petit peu notre vision de la stimulation médulaire. On a deux grands écueils. Hein. Un, la communauté française, la neurochirurgie et les médecins de la douleur en général ne connaissent pas la stimulation, premier écueil, il faut qu'on en discute. Deuxième écueil, dans la neurochirurgie et la stimulation médulaire traditionnelle, on met une électrode à 4 plots en faisant la stimulation tonique sur la moelle épinière, alors qu'à l'étranger, non, on met des électrodes à 32 plots sur des ganglions avec un mode burst et un mode combiné, synchronisé à plusieurs endroits de l'électrode pour taper sur plusieurs mécanismes d'action et plusieurs cibles. Donc il faut qu'on s'ouvre à l'innovation pour essayer d'aller plus loin ensemble et qu'on puisse tous regarder notre pratique avec un peu d'introspection et faire mieux pour les patients demain. Alors le choix de la cible, très intéressant. Vous connaissez probablement la stimulation médulaire, hein, qui effectivement utilise la stimulation des cordons postérieurs. Sachez qu'on peut Vous venez au Congrès européen de stimulation qui a lieu à Paris début septembre. Je finirai par une pub. On a la chance de l'organiser, nous les Français. Si vous venez en septembre, effectivement, au Congrès de stimulation, vous verrez qu'on peut mettre des électrodes sur le nerf fibulaire, sur le nerf médian, sur le plexus brachial. C'est très intéressant. Et ça peut vraiment débloquer des situations quand on n'a pas accès au canal rachidien. On peut mettre des électrodes aussi sur le ganglion dorsal et s'adresser à cette cible-là qui est aujourd'hui identifiée comme une cible à part entière, effectivement, de la douleur et qu'on peut moduler. Donc, vous voyez ici un bon exemple de stimulation nerveuse périphérique vraie, du plexus brachial. On en a fait un atlas où vous verrez qu'on peut mettre des électrodes un peu partout. Le plexus brachial, il y a un PHRC en cours qui vient justement d'aboutir sur Nice au niveau de la lettre d'intention. Et c'est une technique qu'on utilise beaucoup à Poitiers. On a publié une série avec Bénédicte Bouche et Denis Fontaine de Nice sur le plexus brachial qui peut être stimulé chez les gens justement dont on parlait tout à l'heure qui ont un problème d'avulsion du plexus ou de douleur incroyable en alternative à la drésotomie avec peut-être une efficacité très intéressante et une morbidité bien inférieure à rentrer effectivement sur sa drèse au niveau médulaire. Ça, c'est la stimulation nerveuse périphérique vraie. On a la stimulation nerveuse périphérique par champ, peripheral nerve field stimulation. Donc, c'est la stimulation sous-cutanée. On a une TENS qui marche bien sur le dos des malades. On va mettre des électrodes sous-cutanées pour mimer l'effet d'une TENS, mais sur le long terme, sans les contraintes, pour que le patient qui est soulagé de son dos puisse, comme il l'avait avec la TENS, mais sans pouvoir sortir de chez lui, va reprendre son métier de caissier à Leclerc sans avoir les câbles qui se débranchent. Et puis, effectivement, les châtaignes quand on a une électrode qui se débranche parce qu'on suit un petit peu pendant sa journée. Sachez que les stimulations peuvent être combinées sous la forme d'hybride. Il y a un projet, une belle étude randomisée qui va être publiée bientôt, qui s'appelle CUM-PLS, où on a hybridé la stimulation médulaire pour avoir par exemple les membres inférieurs, mais on n'arrivait pas à avoir le dos, impossible, malgré même des électrodes sophistiquées. On a remis la TENS sur ces patients. On a mis ensuite des électrodes sous-cutanées qu'on a hybridées à la stimulation médulaire en place pour le dos. Et chez ces patients-là, aujourd'hui, on a un algorithme de sauvetage qui, quand on s'adresse à un patient qui a perdu le dos, qui n'a jamais eu le dos couvert ou soulagé, une fois qu'on a vérifié que ce n'est pas la stimulation et le matériel qui dysfonctionnent, une fois qu'on a essayé de reprogrammer mais qu'on est en échec, une fois qu'on a tout essayé, même ces nouvelles formes d'ondes dont je vais parler dans quelques minutes, on peut reprendre la TENS et proposer à ces patients, effectivement, de rajouter des électrodes en hybride dans le dos. C'est extrêmement intéressant aujourd'hui. On peut également, et c'est intéressant de s'ouvrir et d'ouvrir notre regard, même si en France on ne le pratique pas encore, ou pas encore beaucoup, on peut également aller stimuler le ganglion, qui est un pain generator aujourd'hui bien identifié, et même coupler la stimulation médulaire et la stimulation ganglionnaire pour avoir des effets. Il y a une étude en cours, la Boost DRG, pour avoir des effets en s'adressant au ganglion lui-même et avoir une sélectivité dermatomique très importante, avec des surprises. Quand on stimule un ganglion L5, on couvre à la fois le dessus et le dessous du pied, au prix d'une consommation énergétique extrêmement faible, puisqu'on est près du ganglion, on consomme 0,3 volts, là où il faudrait 3 ou 4 volts
donc 10 fois plus avec une stimulation médulaire qui doit traverser péniblement l'espace péridural et sa graisse, la dure mère, le liquide céphalorachidien, et dont 5% uniquement de l'électricité arrive sur les ganglions postérieurs. Avec une stimulation ganglionnaire, vous êtes au cœur de la cible, et c'est très intéressant comme perspective de se dire que peut-être qu'au prix d'une consommation énergétique beaucoup plus faible et d'une sélectivité beaucoup plus grande, eh ben on arriverait effectivement à quelque chose d'intéressant, couplé peut-être avec la stimulation médulaire. Voilà pour la cible et toutes les avancées, toute l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir quand on discute et qu'on pense stimulation, neurostimulation pour les douleurs chroniques, pas seulement stimulation médulaire. Alors les électrodes, elles ont considérablement évolué ces dernières années. C'est extrêmement impressionnant. J'ai commencé, moi, à stimuler à l'époque où Saïd Taha m'accueillait à l'île de la Réunion pour me former. Ma patronne à Poitiers, Madame Lapierre, effectivement, utiliser des électrodes Résume, 4 plots, avec la mastectomie. Si vous pouvez couper vos micros, parfait, pour qu'on puisse continuer. Merci beaucoup. Donc, c'était des électrodes chirurgicales 4 plots, la minectomie chez des patients qui avaient déjà mal au dos, sans période d'essai ou avec juste une TENS qui marchait, qui ne marchait pas d'autres facteurs de screening. Les électrodes, elles sont passées à 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, 16 plots, 32 plots. Et aujourd'hui, on a des systèmes multicontacts vrais qui dérivent de la stimulation cochléaire et qui permettent d'avoir des champs électriques indépendants avec 32 sources de courant indépendantes. C'est plus un plus et un moins, c'est 32 champs électriques qui fragmentent le courant et vont mettre en place des champs électriques beaucoup plus sophistiqués dans ce contexte. Donc, on est bien loin des stimulations à 4 plots, effectivement, percutanées ou chirurgicales. On a eu des théories, des modèles computationnels qui nous ont permis effectivement d'imaginer qu'on mette le champ électrique beaucoup plus profondément dans la moelle pour aller couvrir des cibles de manière plus spécifique et inattendue. C'était par exemple l'histoire du dos qui n'était pas couvert par la stimulation traditionnelle classique. Et c'est sur le dos, effectivement, qu'on a essayé de faire tous ces travaux qui ont abouti à l'utilisation des électrodes multicolonnes, effectivement, progressivement dans le temps. Voilà. Donc, je vérifie que la connexion est bonne, voilà, avec Saïd, impeccable. Aujourd'hui, sachez que j'ai énormément revu ma position. Je garde des électrodes chirurgicales pour des cas très difficiles de scoliose ou de stimulation du cône terminal pour des douleurs périnéales. Et moi, neurochirurgien, je suis le premier à implanter des électrodes percutanées pour les patients quand je le peux, dès que je le peux, parce que là, pour accéder au coût de ce patient-là qui a des douleurs effectivement de névralgie cervico-brachiale chronique réfractaire neuropathique, il n'est pas question pour moi d'aller désinsérer les 4 couches de muscles et faire une laminectomie pour placer une électrode chirurgicale chez ce patient qui a mal dans les bras et pas dans le cou, et puis lui coller un fail neck surgery syndrome, alors qu'avec une électrode 16 plots aujourd'hui multicontact avec une fragmentation du courant, je peux couvrir avec une électrode comme ça son bras, sa jambe même, indépendamment, le cou même avec des nouvelles formes d'ondes, sur des électrodes en ligne qui prennent un quart d'heure à être mises en place dans le canal avec effectivement la technique d'abord percutanée et les électrodes par voie percutanée au niveau d'un point d'entrée. Vous le voyez sur les agrafes là, T2, T3. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis percutané à 60%, stimulation sous-cutanée et DRG à 25% et 5% d'électrodes chirurgicales sur les patients qu'on implante à Poitiers. Voilà. Au niveau des stimulateurs, pour que vous ayez vraiment un panorama des évolutions technologiques, ben là encore, on est parti des énormes coucous qui étaient même externalisés et qui faisaient la taille d'une boîte à outils. Et aujourd'hui, on a des pacemakers très petits qui s'inspirent du monde cardiaque avec des générateurs qui font la taille de grosses pièces aujourd'hui en cardio qu'on aura bientôt en stimulation médulaire et qui sont des stimulateurs non plus un, non plus deux, mais 4 canaux avec des gyroscopes intégrés pour effectivement pouvoir s'adapter au changement de position du patient, IRM compatible et pouvant créer différentes formes d'ondes. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour que le patient ressente une stimulation tonique effectivement avec des paresthésies comme on la connaît tous depuis les années 70, 1967 le début, mais aussi des stimulations burst, des stimulations haute fréquence, des stimulations haute densité, des stimulations combinées, des stimulations en cyclage pour mimer la rotation des opioïdes qu'on utilise afin de dépolariser les récepteurs de façon chaotique et anarchique
pour qu'il ne s'habitue pas à la stimulation et qu'il ne développe pas de tolérance, comme on a une tolérance aux opioïdes. C'est des concepts aujourd'hui extrêmement intéressants pour s'adresser à des douleurs de type différent, avec des mécanismes d'action différents, et qui ne passent plus par le gate control comme la stimulation tonique, mais par des voies longues, des rétrocontrôles supraspinaux, tout à fait différents de ce qu'on a appris. On le verra dans un petit moment par rapport aux IRM fonctionnels, par rapport aux fonctionnalités de la stimulation médulaire. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous compreniez qu'on peut être amené avec une douleur qui fait cette surface-là, 500 cm², à utiliser des paresthésies pour couvrir parfaitement cette douleur avec 100% de couverture et une bonne sélectivité en envoyant les paresthésies au bon endroit. Et que le patient, ce qui était rouge, quelques mois après, il le dessine en bleu ou même bleu ciel, ou un petit peu en orange, que la surface qui était importante de 500 cm², elle diminue à 300 cm². Et qu'une fois qu'on a utilisé la paresthésie tonique pour aider ce patient avec un ciblage spatial des fibres à dépolariser, on puisse basculer sur des nouvelles formes d'ondes, avec des rotations de formes d'ondes, et que le patient ne sente plus sa stimulation, mais qu'objectivement, avec des métriques que vous voyez ici, ils décrivent une surface douloureuse qui continue à diminuer en surface, 138 au lieu de 361, qui continue à diminuer en intensité, le bleu ciel se répand partout, et un patient qui va mieux, qui fait plus de choses, qui prend moins de médicaments, qui sort de chez lui, qui gagne en qualité de vie, voire qui reprend le boulot. C'est ça l'idée de la stimulation aujourd'hui médulaire, c'est de combiner le ciblage spatial et le ciblage temporel pour arriver à des choses beaucoup plus complexes et sophistiquées, mais qu'il faut rendre simple pour le patient avec une télécommande hyper simple où il a des programmes, des likes, il peut liker, pas liker, comme sa playlist sur YouTube ou sur Deezer. Et je ne sais pas si vous avez ça de part et d'autre du monde, mais c'est très intéressant. Plus on like, plus on a effectivement de chances d'avoir une stimulation appropriée, personnalisée au patient. Et c'est ça une des grandes nouveautés aujourd'hui. Voilà. La dernière partie de mon topo, elle concerne tout ce qu'on va mettre en place autour de ce matériel pour pouvoir rendre service aux patients. Et là, vous voyez l'évolution qu'on a eue, nous, à Poitiers, à partir des électrodes multicolonnes, qui était notre grand dada. Et vous allez le voir, on les a presque abandonnés aujourd'hui, mais on a beaucoup travaillé dessus pour rendre service aux patients. On a implanté des électrodes plus larges, plus invasives. On a miniaturisé la technique avec des techniques MAST pour pouvoir éveiller les malades et faire l'implantation sous anesthésie éveillée, qui puissent nous renseigner par une cartographie tactile pour savoir si l'électrode est pile poil au bon endroit au millimètre près, qu'on puisse pratiquer l'hypnose pour augmenter son confort quand on n'a pas besoin de lui, qu'on couple ça à de la réalité virtuelle aujourd'hui au bloc pour qu'il soit à la plage. Alors, pas à La Réunion parce que je n'ai pas la chance d'avoir grandance sur la réalité virtuelle pour l'instant, sur les films qu'on a, mais dans des endroits sympas, les Maldives, en plongeant avec les tortues ou en étant à la pêche pour que le patient puisse effectivement déconnecter juste ce qu'il faut, qu'on consomme moins de drogue anesthésique et qu'il puisse se réveiller au bon moment quand on a besoin de lui. Voilà, je vous résume ça en quelques diapos. Les électrodes multicolonnes, c'était mon grand dada parce qu'on a eu la chance de piloter un projet multicentrique national avec presque 2 millions d'euros de financement du gouvernement en 2012 pour mettre en place une étude qui a visé à regarder si les électrodes multicolonnes, oui ou non, avaient la capacité, comme l'étude pilote qu'on avait faite, que le suggérait. Et comme l'étude franco-canadienne qu'on avait pratiquée avec Chris Nakumar, un des pionniers de la stimulation au fin fond du Canada, au milieu du Canada, à Regina, Université du Saskatchewan, et Lynn Jack, qui était à McGill à l'époque et qui est maintenant à San Francisco, on avait la sensation que les électrodes multicolonnes nous permettaient d'adresser le dos de façon beaucoup plus spécifique, avec des champs beaucoup plus sophistiqués. Eh bien, on a fait cette étude multicentrique pour comparer la programmation de ces électrodes en utilisant une seule ou plusieurs colonnes, convaincus que plusieurs colonnes et des programmes compliqués, c'était mieux qu'une colonne simple. On voulait mimer la comparaison percutanée multicolonne. Et bien, il se trouve que cette étude, publiée récemment, effectivement, est une étude négative sur le fait que, quelles que soient les configurations qu'on utilise, c'est comme si vous aviez un lac avec plein d'hameçons, plein de cannes à pêche, et qu'en fait, s'il n'y a qu'un seul poisson dans le lac, il faille mettre juste sa canne à pêche et son hameçon, un seul, au bon endroit, en étant au bon endroit, plutôt que d'en mettre 1000 partout et puis d'avoir besoin de l'énergie de soulever 1000 cannes à pêche en même temps pour essayer d'attraper un poisson. C'est ça la fable de cette étude, c'est qu'il vaut mieux être en face du bon endroit, et c'est ce qui est offert par les multicolonnes. C'est une grille vierge qu'on
peut programmer à loisir comme une bataille navale en face de millions de fibres. Il vous met au bon endroit avec un simple bipôle plutôt que de programmes très sophistiqués avec plusieurs colonnes. On y arrive pareil et on arrive à des résultats très intéressants avec les multicolonnes pour le dos et les membres inférieurs des patients et la stimulation médulaire multicolonne. Alors, on a fait des sous-études par rapport à tout ça. Je ne vais pas détailler parce que, effectivement, vous pourrez revoir ça dans toutes les publications qu'on a faites depuis. Mais on a essayé de miniaturiser la technique, on a essayé d'optimiser la programmation de ces électrodes. On a regardé effectivement comment on pouvait positionner au mieux ces électrodes par rapport au cône terminal. Et en miniaturisant les techniques, vous le voyez ici, en utilisant des écarteurs classiques de chirurgie du rachis que j'utilisais moi sur les spondylolisthésis dès 2006, eh bien, au lieu de réséquer toute une épineuse pour mettre une électrode chirurgicale ou faire une démilaminectomie et être asymétrique, eh bien, on peut passer à travers les ligaments, utiliser des fibres optiques, déployer ces écarteurs et arriver à mettre l'électrode, vous le voyez, avec quasiment ou zéro résection d'une épineuse dans le canal, tout aussi rapidement et avec la possibilité, et ça a été vraiment une grande avancée pour nous, de pouvoir réveiller le malade pendant la chirurgie pour effectivement pouvoir avoir un mapping intraopératoire, vous allez le voir, où le patient dessine sur un iPad, il est sur le ventre, il est oxygéné mais il n'est pas intubé, il est conscient avec du rémifentanyl, du propofol en mode évoque, double évoque, et il peut, en fonction du programme, renseigner sur ce qu'il ressent. Voilà, je vous montre ce film, regardez, le patient là, il a sa main, il est en train de dessiner, il est sous masque. L'électrode est en place. Le programme est en place avec une stimulation qui est allumée à 1 volt 3, 210 microsecondes, 60 Hz. Ça, c'est la zone du dos qu'il faut couvrir. Ça, c'est malheureusement les paresthésies qu'il a qui couvrent de façon très, très insuffisante son dos avec cette électrode. Et là, vous allez voir, je vais garder mon curseur, ma souris à cet endroit-là. Vous allez voir qu'en déplaçant l'électrode en temps réel, programme allumé, stimulation allumée, de quasiment 0% de couverture du dos, vous allez avoir une patiente qui va dessiner tranquillement pour arriver à 100% de couverture en repositionnant l'électrode. Et c'est ça qui est très intéressant. Regardez ça. Je vais bouger l'électrode. I'm going to move the leads downwards. Je vais bouger l'électrode vers le bas. Vous allez me dire si vous commencez à sentir quelque chose. Vous voyez. Là, oui, c'est hop, là. Et regardez la patiente. Vous avez le dos là. J'ai tout Elle là. gribouille. Vous avez tout. Ouais. Là, Ça remonte même elle a au une couverture. du dos là. Ici, je qui suis en passe train de de 0 sécher. à 100% Là, de oui. couverture. But I and go back and progress. Très intéressant. Philippe, le micro est... Ça y est, c'est parti. Ça va, Oui. ça y est, c'est parti. Ça va, oui. Voilà, donc, Oui, c'est bon. donc pour ça, il fallait effectivement des cartographies, il fallait développer des outils pour que le patient puisse dessiner sa douleur. Donc ça, c'est les couleurs que vous voyez, qui dessinent ce qui est neuropathique, ce qui est mécanique et qu'on le différencie. Ça va être très important pour profiler les patients. Et puis que quand on développe, on déploie la stimulation avec les paresthésies en vert, ils puissent nous dire ça couvre ou ça couvre pas. Voilà, c'est pas il a le dos couvert. Voilà, quand on est en congrès, qu'on monte sur le podium et qu'on annonce des résultats de couverture, les patients sont couverts. Non, c'est on couvre 99 ou on couvre 60% de la douleur du dos. Et voyant ça, est-ce que les patients, avec la façon dont ils sont faits, et personne n'est pareil, c'est un peu comme les grappes de raisin, si je peux me permettre, on ne fait pas les mêmes vins et on n'a pas tous les mêmes chardonnays en Afrique du Sud, près de l'île de la Réunion et puis effectivement en Bourgogne. Effectivement, il faut s'adapter aux patients et on ne peut pas mettre ces stimulations à l'aveugle. On est des fermes défenseurs de la technique éveillée. Et on a pu l'améliorer grâce à l'hypnose intraopératoire, grâce à la réalité virtuelle. Et c'est des choses intéressantes aujourd'hui à cultiver. Vous venez quand vous voulez à Poitiers pour qu'avec vos anesthésistes, on puisse travailler ça ensemble et que vous puissiez implanter éveillé. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Il y a 15 ans, j'avais peur d'implanter éveillé parce que j'avais peur qu'un patient bouge et ça m'effrayait. Aujourd'hui, quand je ne peux pas implanter un patient éveillé, c'est là que je suis effrayé. Parce que j'ai peur de rater ma cible. Et le fait de pouvoir l'éveiller, pour moi, c'est ce qui me rassure et ce qui me permet de me dire « Ouf, je vais pouvoir être près de ma cible avant même de penser à mettre d'autres formes d'ondes. » C'est ça un peu l'innovation dans la façon dont on appréhendait les choses techniquement, que ce soit avec des percutanés ou des chirurgicales. Alors, les 3 derniers focus que je voulais vous donner effectivement dans le quart d'heure qui reste, c'est imagerie cérébrale et mécanismes d'action, on peut avancer. Médecine prédictive, c'est l'avenir pour choisir le bon patient et l'implanter au bon moment. Et la douleur, c'est le début, c'est maintenant. Mais qu'est-ce qu'on en fera après?
une fois qu'on aura compris comment ça marche sur les champs électriques des cordons postérieurs, il y a des perspectives très intéressantes sur lesquelles on se penche aujourd'hui. Imagerie cérébrale et mécanismes d'action, je vais être très bref. C'est juste pour vous dire qu'avec toutes ces formes d'ondes, il y a des papiers qui ont montré qu'au niveau du cerveau, on ne va pas traiter les mêmes intégrations et on n'a pas les mêmes mécanismes d'action en fonction de si on met des paresthésies à un patient et qu'on tape sur le cortex somesthésique, ou si on met du burst et qu'on tape sur les circuits d'attention à la douleur qui nous permettent effectivement de penser à autre chose, comme en regardant un bon film à la télé, ce qui fait du bien en général aux douloureux chroniques, ou à faire de la méditation, ou effectivement de faire la cuisine avec ses enfants. Voilà, très intéressant. Deuxième focus, médecine prédictive. Qu'est-ce que c'est? Des gens comme Saïd Taha ont l'habitude de clipper des anévrismes. L'anévrisme, bon, c'est pas aussi simple que ça, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais on le clip ou on le clip pas, il est exclu, il n'est pas exclu, il circule ou il circule pas. En cardiologie, vous mettez un pacemaker à quelqu'un qui a une 43% de fraction d'éjection, vous refaites une écho d'obutamine, et puis vous voyez qu'il est passé de 43 à 73% de fonction, c'est génial. En douleur, eh ben c'est pas du tout le cas. En douleur, c'est super compliqué. On a des patients compliqués, on a des évaluations qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Et aujourd'hui, on a des recommandations qui nous disent vous n'avez pas le droit de faire de la stimulation médulaire et d'implanter un malade s'il n'a pas 50% d'amélioration, effectivement, quand vous lui mettez une électrode de stimulation médulaire. C'est hyper important d'avoir 50% de diminution de VA. J'ai l'audace de vous dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça à Poitiers ou dans les groupes de travail internationaux avec lesquels on discute le fait de faire des tests et de se baser sur le VA pour avoir un test positif. Aujourd'hui, vous avez, et ça m'a gravé à vie, une patineuse, moi, ce n'était pas une danseuse, c'était une patineuse de compétition professionnelle qui a eu une VA qui est passée de 9 à 2 et qui est arrivée à la fin de sa phase test en disant « Excusez-moi, docteur, mais ce que vous avez fait, c'est du pipi de chat, c'est de la merde. » Parce que je ne pourrais pas refaire la compétition avec les douleurs qu'il me reste. Il me reste 10% de mes douleurs. J'ai 2 de VA sur 10. C'est scandaleux. Donc, diminution de 70% de VA, patient pas content. Albert, ici, diminution de 7 à 5 de VA ou de 6 à 4 de VA, patient content parce qu'il a pu reprendre son métier de chauffeur routier. Mais on ne peut pas se baser sur le VA pour dire blanc ou noir sur la stimulation médulaire. Ça ne tient pas. Surtout avec des mécanismes de dichotomie de la douleur chronique neuropathique qui sont extrêmement complexes entre la composante mécanique sur effectivement un montage L3S1 avec une dégénérescence du segment adjacent et puis du neuropathique derrière et des brûlures avec des dysplasies dans les membres inférieurs. John, please. Vous pouvez vous mettre en mute, on mettra la musique un petit peu après quand on fera l'apéro ensemble, ce sera parfait. Je suis désolé. Donc, John. Yamil, c'est parfait. Tu as la possibilité de mettre les patients en mute si tu veux bien. Les gens en mute. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors voilà. L'idée, c'est de se dire, no worries. L'idée, c'est de se dire, it looks like over there, it looks like you got some music. I'm going to join you after this meeting. Donc là, au niveau de la médecine prédictive, c'est très intéressant parce qu'on a des patients qui ne se ressemblent pas. Et le but, c'est vraiment de se dire, voilà, le contrat avec le patient, il est unique. La façon, effectivement, d'avancer, elle est en passant le contrat avec le patient de manière extrêmement précise. Sinon, on a un patient dans ce puzzle compliqué qui est déçu. Voilà. Donc, pour avancer, il ne faut pas dire que le patient, le but, c'est de diminuer le VA. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui veulent moins souffrir. Il y en a qui ne veulent pas du tout moins souffrir. Ils veulent juste se rappeler de leur numéro de téléphone quand ils essaient de le donner à quelqu'un et avoir moins d'effets secondaires, mais des médicaments. Il y en a qui ne veulent pas moins souffrir, mais à douleur identique, en faire beaucoup plus et reprendre le vélo ou l'associatif ou effectivement s'occuper plus de leurs enfants et sortir le week-end au cinéma, quitte à en payer le prix. Et ces profils de patients différents, c'est hyper important de les prendre en considération parce qu'ils vont dicter le fait que pour prévoir leur parcours, il faut essayer de composer ce puzzle avec eux qui va être extrêmement personnalisé. Donc, première chose, il faut casser les codes de l'évaluation.
On ne peut pas faire de l'unidimensionnel et dire le VA, c'est notre guide, même si le VA a rendu des services énormes et que ça reste le gold standard sur les études cliniques pour qu'on ait un critère principal d'évaluation. Il faut mesurer la douleur avec des métriques objectives, quantitatives. C'est ce qu'on peut faire avec une cartographie, par exemple, pour qu'on sache exactement combien le patient souffre et pas seulement à la hauteur de combien sur une échelle de 0 à 10, mais combien de centimètres carrés. Coupler ça avec des données, coupler ça avec des couvertures, coupler ça avec de l'osvestrie, de l'anxiété, de la dépression, de la kinésiophobie, de l'impact fonctionnel, de la qualité de vie, des échelles de médicaments, de la satisfaction patient. Et tout au long du parcours, évaluer les différentes thérapies qu'on met en place, des patchs de Qutenza, de la TENS, des médicaments, pour qu'on sache un jour si les médicaments ou la stimulation médulaire, il y a une technique qui fait mieux ou moins bien et qui doit être positionnée en première ou en dernière option, comme la stimulation médulaire aujourd'hui. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez ce projet prospectif, 200 patients, 500 variables par patient, pas le VA, pas une variable, 500 variables par patient, monitorées à chaque visite, tout au long de leur suivi en centre antidouleur, peu importe qu'ils soient stimulés ou pas, que des patients FBSS, PSPS type 2 qui arrivent au centre antidouleur pour effectivement être suivis avec des données de l'imagerie, des données de mapping, des données de tous les questionnaires et qu'on voit ce que ça donne en pressant ces patients comme des citrons, j'ose dire, mais pour avoir le sucre de leur évolution et qu'on sache exactement quels sont leurs profils, comment les stratifier, comment stratifier les thérapies qu'on leur propose afin effectivement de pouvoir avancer dans des parcours compliqués où les patients sont en attente. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est vraiment le dernier message que je veux vous donner. Ce projet-là qui va être bientôt publié, je l'espère, on est en train de finaliser l'article. Il est incroyable parce que pour la première fois, il va nous permettre d'aller dans les communautés de médecins de la douleur qui bourrent les patients de Lyrica et d'opioïdes tous les jours en disant qu'il n'y a pas d'autre solution et qui ne connaissent pas la stimulation médulaire et de leur dire, excusez-nous, hein, mais avec des outils multidimensionnels, complexes, composites, qui reflètent l'état global de santé du patient, en suivi prospectif et avec de la médecine par intelligence artificielle, des modèles de machine learning et des statistiques de haute volée qui mélangent plusieurs modèles algorithmiques et qui les combinent en super modèles, nous, on sait qu'un patient qui reste dans un centre antidouleur où il n'y a pas de stimulation, si vous lui faites de l'OMM, c'est-à-dire Optimized Medical Management, c'est-à-dire traitement médicamenteux et non médicamenteux optimisé, avec tout, hein, le suivi psycho, la TENS, la relaxation, la sophro, l'hypnose, le Qutenza, tout, les infiltrations, tout. Ce patient, il a 35% d'être content à la fin. 35%, un tiers des patients. Si vous les stimulez, ces patients-là, pendant ces 12 mois, dans un parcours de neurostimulation, eh bien, ces patients-là, à la fin du parcours, ils ont 2 fois plus de chances, quasiment plus de 2 fois plus de chances d'être contents à la fin du parcours. Ça, ce sont des outils importants qui vont servir la diffusion de la stimulation médulaire, qui jusqu'à présent a été trop timide dans le niveau d'évidence des recommandations de guidelines dans le monde entier par rapport à effectivement de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas faire des études cliniques randomisées en bonne et due forme puisqu'on avait une technique basée sur des paresthésies qui ne permettait pas de faire du double aveugle, alors que le médicament, on peut faire du placebo. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a l'Lyrica qui fait moins bien que le placebo dans New England, et on a la stimulation médulaire en données de conditions réelles de vie, prospectives, multidimensionnelles, avec du machine learning qui fait 2 fois mieux que le médicament. C'est intéressant de se le dire aujourd'hui pour que ça vous motive, pour que ça vous incite à essayer de développer la stimulation, les électrodes, l'implantation, parce que c'est des patients difficiles, mais la valeur ajoutée, elle est énorme et techniquement, c'est hyper intéressant d'aller dans ces évolutions technologiques. L'ouverture, pour que je finisse et que je conclue, c'est de se dire, aujourd'hui, on s'occupe de la douleur. Moi, j'ai un service rachis, douleur, handicap, parce que je pense qu'il y a une continuité très intéressante chez les malades qui ont une queue de cheval ou une syringomyélie ou une fracture neurologique et qui sont d'abord opérés avec effectivement des vis ou une décompression et qui ensuite vont être accompagnés dans la douleur avec la stimulation, par exemple, et peut-être à un moment donné dans la restauration de la motricité par l'utilisation d'électrodes là multicolonnes qui vont recréer des patterns de marche et de locomotion pour qu'on les sorte de leur fauteuil roulant, alors que ces patients sont aujourd'hui en bout de course paraplégiques et qui vont mourir d'escar quelques années après alors qu'ils ont 45 ans. Ça, c'était les patients du centre du Grand Feuillère que Carl Do, je vois ici dans les auditeurs, connaît bien pour avoir travaillé à Poitiers avec nous et avec Madame Lapierre. J'en profite pour te saluer, Carl.
Donc, ça, c'est Grégoire Courtine, avec qui on a développé la prochaine électrode multicolonne qu'il va utiliser à l'École polytechnique de Lausanne. Grégoire, bon, c'est un génie, lui, il fait que ça. Il a une start-up qui a levé 43 millions d'euros de fonds et il a publié dans Nature à plusieurs reprises ses résultats sur ses patients. Il est dans First Human News sur des études là, sur une dizaine de patients où, effectivement, regardez ce Nature magnifique. Là, c'était en préclinique, où il arrive à recréer la motricité chez les gens paraplégiques avec une électrode qui va être stimulée par Wi-Fi sur une puce implantée en corticale, en détectant le désir cortical de motricité par Wi-Fi et qui va l'envoyer à l'électrode pour qu'effectivement on déclenche des patterns de locomotion avec des stimulations très sophistiquées grâce à la résolution spatiale et temporelle qu'on a modulée dans ces champs électriques. Je finis par le fait qu'on parle de techno, on parle effectivement de résolution spatiale, de champs électriques, de Wi-Fi depuis tout à l'heure. Mais la vraie avancée pour moi, c'est l'humain. C'est quoi cette dernière digression philosophique? Et ben pour moi, c'est le fait de vous dire que mon vrai plaisir à moi de faire de la douleur, c'est pas de mettre des électrodes à 32 ou 64 contacts comme à l'époque où on jouait aux consoles de jeux Nintendo, 8, 16 bits, 32 bits et puis 64 bits Neo Geo. L'idée, c'est de vous dire que le plaisir, c'est d'être tous autour des patients. Ça, c'est la consultation de La Rochelle, médecin de la douleur, chirurgien orthopédiste, psychologue, infirmière. Ça, c'est la consultation de Bourges, médecin de la douleur, infirmière, kiné, spécialiste en Mackenzie, etc., etc. Le plaisir, c'est de travailler tous ensemble autour de patients difficiles pour qu'on ne passe pas à côté de la gestion du divorce et des facteurs psychosociaux de réinsertion, de la fragilité du patient pour stimuler au bon moment, tous comme les maillons d'une petite chaîne, afin de faire quelque chose de technique et d'électronique à un moment donné d'un parcours de vie complexe pour rendre service à ces patients-là. Voilà, on cultive ensemble l'échec, on part de l'échec, on part de patients qui sont en échec, de chirurgiens qui sont en échec. Et l'idée, c'est que ça nous rapproche pour que tous ensemble, on développe une culture commune de la neurostimulation avec toutes ces belles innovations qu'on a dans nos mains pour développer ces outils pour les patients. Je finis par vous inviter, je vous implore, malgré le contexte sanitaire qui a été difficile, mais aujourd'hui, vous voyez les courbes, même s'il y a plus de malades infectés parce qu'on se refait des petites vagues, les gens sont de plus en plus nombreux à être vaccinés et les nombres de décès sont quasiment inexistants. On est à 22 décès en France aujourd'hui. Je suis convaincu qu'on sera les plus nombreux possibles du 2 au 4 septembre prochain. On a la chance d'organiser le chapitre français de la neurostimulation, le Congrès européen de neurostimulation. C'est à Paris, Porte-Maillot. Venez, si vous êtes en France, je peux vous prendre en charge complètement le déplacement, l'hôtel, pour que vous puissiez venir. Il y a les 50 plus grands orateurs de cette planète. On touche tous les domaines. On discutera de tout ce que je viens d'évoquer avec vous ce soir. On mangera sur des bateaux mouches le soir. Je vous invite tous à venir du 2 au 4 septembre 2021 à Paris, Porte-Maillot, pour ce congrès de neurostimulation, pour qu'on continue l'aventure que je viens d'évoquer avec vous ce soir, qui est passionnante. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à très bientôt, j'espère. Thank you very much. Merci beaucoup Philippe pour cette excellente présentation. Ce que je peux dire, c'est que je me souviens de professeur Chodkiewicz qui disait que le douloureux chronique est chronophage et migrateur, et pour cause. Je pense parce qu'on n'écoutait pas les patients. Une consultation donc au maximum 10 minutes, 15 minutes, ce n'est pas suffisant pour des patients pour faire un diagnostic vraiment bien précis donc, de la douleur du patient. Et même dans certains les centres qui ont d'expertise, effectivement, on manque de personnel, on manque de temps. Et je pense que c'est des structures comme la tienne qui vont révolutionner donc cette prise en charge. Parce que le fait d'être dans un centre dédié à ça, avec des gens qui écoutent, des gens donc, qui ont une expertise dans ton domaine, je pense que c'est la solution. Les stimulations même, donc, quand on met des stimulations classiques, avec le temps, l'efficacité diminue. Et on est à combien? 50% donc de diminution à 50-60% donc des douleurs. Le résultat, effectivement, il est mauvais.
Et je te félicite beaucoup pour ton travail et pour ce que tu fais. Et j'espère venir chez toi, voir ton centre. Donc, j'ai hâte de venir te voir. Donc, on va passer aux questions. Adrien, s'il te plaît. Oui. Ah, oui. On a le docteur Fayot avec nous aujourd'hui. Oui, alors effectivement. Deux secondes. J'ai oublié, Philippe, de te dire que Courtin, donc je l'ai contacté pour qu'il soit présent et qu'il nous fasse une présentation après la tienne, mais il était occupé. Super, super. À toi, Adrien. Oui, alors donc effectivement aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir comme modérateur suite à cette excellente présentation le docteur Thierry Fayot, qui est donc praticien hospitalier à l'hôpital Beaujon, où il est en charge du CLUD de l'hôpital Beaujon, où il est arrivé en 2002 après avoir effectué son internat au niveau de la PHP, puis son clinica à la Pitié dans le service du professeur Fouane. Il a donc, dès le début de sa carrière, développé un intérêt particulier pour les aspects fonctionnels de la neurochirurgie, qui s'est traduit par une implication notamment dans la chirurgie éveillée, mais aussi dans la neurochirurgie de la douleur, puisque donc après son arrivée à Beaujon en 2002, où il a été chef de service jusqu'à 2012, il a donc développé l'activité de neurostimulation médulaire de notre service. Et donc, le Dr Fayot, qu'on connaît très bien pour son implication dans la Société française de neurochirurgie et en tant que président de notre Conseil national professionnel. Donc, Dr Fayot, merci beaucoup pour votre participation. C'est à vous pour des questions. Merci Adrien, bonsoir tout le monde. Alors Adrien exagère un petit peu, hein. En fait, j'ai été chef de service que par intérim en attendant que le chef de service actuel soit désigné. Deuxièmement, je suis effectivement responsable d'une unité douleur qui est un petit peu ténue en termes d'effectifs de personnel, mais qui a le mérite d'être une des seules qui soit animée par un neurochirurgien sur Paris, ce qui est assez inédit. Et assez parlé de moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Rigouard, que je remercie pour son exposé, qui m'a rafraîchi quelques notions qui commençaient à s'empoussiérer, et qui m'a interpellé quand même, parce que je crois qu'il y a une chose à laquelle je ne peux que souscrire, c'est les problèmes d'adressage et de sélection. Là, je revenais sur cette histoire d'unité douleur sur Paris, qui est la seule animée par un neurochirurgien, je dirais presque réanimée par un neurochirurgien. On a quand même un problème, au moins sur Paris, et je pense dans d'autres endroits, qui est effectivement la méconnaissance que nos collègues algologues ont des possibilités de la chirurgie. On a été un certain nombre de neurochirurgiens à faire l'effort d'avoir une formation douleur. Moi, je l'ai faite à Saint-Antoine avec François Bourreau. On aimerait bien que ça soit symétrique, parce que combien de patients vont arriver au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de consultation douleurs multiples rhumatologiques avec un sac plastique plein d'examens qu'on a fait, refait, refait et refait, bref, une IRM tous les 6 mois, ça n'a jamais guéri un lombalgique chronique. Mais quand même, c'est des gens qu'on a laissé s'installer dans les problèmes émotionnels, comportementaux, cognitifs, médico-sociaux de la douleur chronique, et on nous les adresse finalement en désespoir de cause, et je pense que c'est trop tard. Il faut absolument qu'on apprenne à communiquer. Alors moi, on pourra toujours me dire qu'on n'a pas vu beaucoup dans les congrès récents de la Société française d'études et de traitement de la douleur. C'est un peu vrai, j'ai un peu séché, mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'une collaboration entre algologues, mais plus qu'une collaboration de papier, il faut une collaboration en vrai entre algologues et neurochirurgiens.
faut certainement pas implanter tout le monde, ça c'est clair, parce que ça revient à galvauder la méthode et on finit par faire n'importe quoi. Mais il y a vraiment un problème d'adressage. Et puis le deuxième commentaire que je ferai, c'est plus un commentaire qu'une question, c'est que le professeur Grégoire l'a évoqué. Moi, j'avoue que j'ai quelques interrogations quant à la pertinence de la phase test. On est bien d'accord que si on parle politiquement correct, la recommandation de la HAS inclut la phase test avec effectivement une réponse minimale de réduction de 50% de la douleur. Mais cette phase test, elle se déroule sur une période de 5 à 7 jours à domicile. J'ai quand même été frappé dans les histoires d'accréditation et dans les rapports d'événements indésirables, j'ai quand même été frappé par la fréquence avec laquelle reviennent les infections sur des histoires de neurostimulateurs. Ça, je pense qu'on en saura peut-être un peu plus quand sera mis en place un registre, parce que je crois qu'il y a un registre qui est en train d'être mis en place pour lequel je me dis que je vais m'inscrire, que je vais y participer, mais je remets toujours au lendemain ce que je peux faire le jour même. Donc je suis un peu en retard. Je crois qu'il est important qu'il y ait effectivement un registre de pratique, parce que cette histoire de fast test, finalement, un patient qui remplit qui a tous les feux ouverts, qui valide tout, douleur neuropathique avec tout ce qui a été bien fait en amont, et ça marche pas, il n'y a pas de loup sur le plan psychologique, il n'y a pas de loup en termes de bénéfices secondaires, bref, tout est carré. Ce patient-là, on va l'implanter sans trop de problèmes. Alors, moi, je suis encore électrode chirurgicale. Hein. Je me corrigerai peut-être, enfin, il est peut-être un peu tard, mais je suis encore très électrode chirurgicale. En fait, quand on se plante, est-ce que, M. Rigouard, vous avez vu souvent, vous avez renoncé souvent à l'implantation après la période test? Personnellement, moi, j'ai probablement pas votre expérience. Je dois avoir une centaine de patients implantés, mais j'ai jamais renoncé à l'implantation du stimulateur après une phase test, que ne le répéter à personne, mais je fais à l'hôpital sur 3 jours parce que je veux être sûr que les pansements sont bien faits et qu'il n'y a pas de problème infectieux. Le problème quand on se plante dans la neurostimulation médulaire, j'ai l'impression qu'on se plante, on le fait au bout de 6 mois, et il y a toujours quelque chose, phase test ou pas test, il y a toujours quelque chose qu'on a méconnu. C'est mon avis, peut-être vous n'êtes pas d'accord, peut-être qu'effectivement vous avez renoncé à l'implantation parce que la phase test était pas positive, mais ça, je voulais vous poser la question parce que j'en ai un peu discuté à droite à gauche. Il y a des gens qui mettent leur stimulateur en intense en phase test, mais il ne faut pas le répéter. Écoutez, franchement, là, je crois que vous tapez vraiment dans le mille, c'est-à-dire que vous soulevez peut-être la question la plus brûlante du moment, à mon avis, en termes de stimulation médulaire. C'est très intéressant. La première chose, c'est que dans les centres qui ont une bonne expertise et qui ont l'habitude d'un bon screening, on se retrouve avec des taux exactement comme vous le dites, de screening positif qui sont entre 95 et 97%, alors que le taux d'infection, il est de 5 à 10%. Et ce n'est pas 1%, c'est faux. Quand on fait une étude prospective randomisée comme Estimate, on a eu sur 8 patients implantés, par exemple, dans telle région, 3 patients qui sont infectés. C'est énorme. Donc, bon, je ne dis pas que c'est 25% les infections, hein, mais ça arrive. Donc, est-ce qu'il vaut mieux se planter sur 3 patients sur 100 et effectivement faire une phase test et avoir 8 à 10% d'infection ou pas? Même médico-économiquement, ça se discute et il y a des papiers qui ont été faits qui démontrent qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas en faire. Deuxième chose, c'est super important. Simon Thompson là, vient de publier un papier très intéressant qui est une étude randomisée entre des patients qui font une phase test et d'autres qui n'en font pas. Et sur le point de vue de la préférence patient, les patients préféreraient
même si la phase test a l'avantage théorique de dire on va mimer ce qu'on va faire après, on va lui donner une idée de ce que va donner la stimulation. L'étude de Simon Thompson qui est publiée cette année-là montre que les patients préfèrent une seule procédure que deux par rapport à plein de choses et qu'effectivement, la phase test, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Bon, OK. Troisième argument, et c'est le plus important. Les grandes semondes en neurostimulation, Sam Eldabi, une paire d'Américains, ont regardé avec des statisticiens anglais la propension à se planter ou pas, comme vous le dites, Thierry, quand effectivement on prend la décision de faire un lead trial, c'est-à-dire une phase test. Et ils ont montré que le fait de faire une phase test ou pas, ça n'augmentait pas à la fin le nombre de répondeurs qu'on avait à la stimulation, qui n'était pas de 100%, hein, bien entendu, il est de 65% dans les gens qui font ça bien et qui documentent ça bien. Et toi, Saïd, tu dis 50% à terme, tu as tout à fait raison. Je crois qu'il faut rester honnête parce que sinon, on va faire comme le Lyrica dans 10 ans. Il faut rester humble. Un douloureux chronique dévasté qui n'a plus de boulot, qui reste dans son fauteuil, qui est farci de morphine, on n'a pas 100% de répondeurs. C'est n'importe quoi ce qu'on entend dans les congrès, dans les gens qui sortent une petite série prospective de 20 malades dans leur cas et dans leur centre pour dire que c'est les meilleurs. C'est pas ça. En étant 10 autour du patient multidisciplinaire et en essayant de prendre la meilleure décision qui soit, je crois qu'il est raisonnable de dire qu'on a 65-70% de répondeurs à terme quand effectivement on utilise les artifices et les adjonctions technologiques qui nous permettent de faire face à la notion de tolérance. Mais en tous les cas, avec ou sans phase test, il est démontré aujourd'hui qu'on n'a pas de meilleurs résultats en stimulation médulaire, on a les mêmes. Alors, il faudrait effectivement réussir à convaincre. Aujourd'hui, ça sort. Alors, je ne vous parle pas du dernier papier qu'on va sortir là, qui est vraiment brûlant derrière ce bureau-là. J'espère vraiment que vous pourrez suivre l'actualité de près et qu'on aura la chance que ce soit publié. Mais dans l'étude que je vous ai présentée, Predibac, sur 200 malades, on a fait un algorithme de machine learning pour voir si la phase test était prédictive ou pas. Et la réponse est non. Les modèles de machine learning qui étudient le profil de personnalité du patient sont plus pertinents. Rendez-vous compte, un iPad numérique nous aidera plus qu'une phase test pour prendre la bonne décision d'implanter le bon patient rapidement, dès demain. Et ça fait 4, à mon avis, 3 papiers en tout cas, on verra s'il est publié ou pas, mais 3 papiers publiés vraiment majeurs qui montrent qu'aujourd'hui, l'utilité de la phase test, elle se discute vraiment. Alors, je vais essayer de ne pas parler beaucoup, mais juste pour vous dire, le gros souci, c'est que si on dit à tout le monde, allez-y, larguez à main nue, vous pouvez implanter tous les patients que vous sentez bien, et puis ça sera génial. Malheureusement, on en revient à ce que je disais au début, ça va faire comme la chirurgie du rachis, c'est que s'il y a un intérêt financier qui vient alimenter le fait qu'on implante 10 patients dans une journée opératoire parce qu'il faut qu'on implante et qu'on fasse du volume pour qu'on s'en sorte, malheureusement, là c'est l'exemple plus américain, on a là des screenings de phase test qui deviennent catastrophiques. Hein, sur l'étude promise où il y avait 32 centres dans le monde entier, 12 centres en Europe, 20 centres aux États-Unis. On avait un screening qui était positif à 87% pour les centres européens, qui étaient que des centres universitaires ou des hôpitaux, qui n'étaient pas forcément universitaires, mais il y avait des hôpitaux en Belgique qui étaient des CH et qui screenaient extrêmement bien les patients, avec 87% de screening positif. Et aux États-Unis, on n'avait que 63% de screening positif. Les Américains nous disaient, de toute façon, si je ne lui mets pas une percutanée, il traverse la rue et à la clinique d'en face, ils lui mettront. Donc, bon, on critique les Américains, mais ce sera pareil quand effectivement on fera la neurostimulation avec des intérêts financiers dans d'autres endroits qu'aux États-Unis. C'est le travers de l'homme, c'est pas le travers de l'Américain là qu'on souligne. Il faut essayer, et je reviens à ce que disait Saïd, il faut essayer de se recentrer, c'était votre premier point aussi, Monsieur Fayot, sur le plaisir de passer 1 heure ou 1 heure et demie en multidisciplinaire avec un patient difficile qui a tout essayé, qui est au bout de tout et qui dit il n'y a plus de solution, et dont les médecins de la douleur disent il n'y a plus de solution, il faut essayer d'avoir le courage, et ça devient une passion, de passer 1 heure avec lui pour savoir ce qui s'est passé dans sa vie et qui a abouti effectivement à cette détresse psychologique, familiale, globale, qui est systématique. Je veux dire, les violences conjugales dans l'enfance, c'est 50 à 80% des patients. 50 à 80% quand on gratte. Donc, si vous mettez un boost électronique à quelqu'un qui n'a pas fait le deuil des viols dans l'enfance ou du père qui prenait des photos Polaroid en l'attachant, c'était la patiente de la semaine dernière qui a fait un blackout entre ses 5 ans et ses 23 ans et qui dit je ne sais plus ce qui s'est passé, mais alors j'ai retrouvé des photos Polaroid il n'y a pas longtemps et c'est pas terrible à voir. Si vous remettez des électrodes ou des vis à ces gens-là, vous n'allez pas les aider. Il faut arriver après, une fois qu'on a trouver une bonne indication au bon moment, c'est-à-dire
3 à 6 mois de TCC s'il le faut, avec une équipe de psychologues qui peuvent vous permettre de vaincre une kinésiophobie, de vaincre une phobie au corps étranger implanté, de régler votre problème d'injustice, de colère ou de deuil à avoir par rapport à une situation passée, pour que là, la stimulation soit juste techniquement par un technicien, un boost électronique dans un parcours donné. Et ce que disait Thierry est très important, très important. La technicité, c'est 5% du taf. La sélection du patient, c'est 90% effectivement de la façon dont il faut opérer. Donc, il ne faut pas qu'on se positionne comme des techniciens, comme un chirurgien qui va rendre service en instrumentant un patient qui ne reverra jamais, quoi. Il faut vraiment avoir le courage de se plonger dans ce parcours patient. Et il faut participer au registre. Thierry, je t'en prie, on a déjà 49 centres parce que les vraies stats, les vraies habitudes, les vrais écueils, il faut qu'on les partage pour qu'on ne dise pas on est le meilleur du monde, on n'a jamais d'infection. Mais bien sûr qu'à Poitiers, on a des infections. Là, juste avant cette conf call, je suis allé voir un patient qui a une pompe à baclofen, bon, c'est de la neuromodulation aussi, et qui a du pu dans le dos parce qu'effectivement, on l'a repris pour dysfonctionnement et qu'on a fait une cicatrice de trop. Et ça arrive. Et ça, c'est très important de le mettre en perspective avec la phase test pour peut-être mieux sélectionner les patients. Faire ça avec des registres et des vraies données et des vrais évaluateurs, des vrais outils d'évaluation, et que demain on implante les bons patients au bon moment avec le moins d'infections possible. Voilà, je m'excuse, j'étais un peu long, mais c'est vraiment la philosophie, je crois qu'on partage avec Thierry sur ce versant, et je suis ravi de voir que d'autres neurochirurgiens sont très impliqués dans les centres antidouleurs, parce que la clé, elle est là. Merci Philippe de cette très belle présentation, cette discussion. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Adrien? Non, pas d'autres questions, Saïd. D'accord. Thierry? Moi, j'ai beaucoup parlé là. Et je promets que je mets en tête de ma to-do list de la rentrée l'inscription de mon tout petit centre au registre. De toute façon, je pense que c'est quelque chose. Alors là, c'est le président du CNP qui parle. On va de plus en plus être dans l'obligation de remplir des registres de pratique. D'autres spécialités l'ont fait avant nous. C'est vraiment un outil très très intéressant. Il y en a un qui est en train de se mettre en place en neurochirurgie, car on a commencé petit sur la stimulation cérébrale profonde, mais on a appris qu'on avait toute facilité sur la plateforme qu'on utilise pour ouvrir d'autres registres. Je pense qu'il y en a un qui va pas tarder à sortir sur les craniotomies. C'est quelque chose qui est en train de bouger. Donc je suis convaincu par la nécessité des registres. J'ai simplement un petit problème d'emploi du temps. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Un petit mot, Karl. Karl? Oui. Mon co-interne, mon coéquipier. Salut, Karl. Bonjour, Philippe, comment vas-tu? Super. Merci pour cette brillante présentation. C'est vrai que je ne m'imaginais pas que la stimulation médulaire en neurochirurgie avait fait autant de progrès. Mais c'est sûr qu'après avoir écouté ton topo, on ne peut qu'être convaincu, doublement convaincu. Donc, écoute, on va essayer de venir te voir quand ça sera possible pour essayer de franchir le cap. Écoute, c'est super, Karl. Merci à toi, oui. Merci beaucoup, Philippe. Et voilà, donc on reste en contact et tu es le bienvenu à La Réunion. C'est très sympa. Merci beaucoup. Avec la famille, tu es le bienvenu. Et merci à tous. Je vous ai laissé l'adresse email de contact@sfnm.fr. Vous avez juste envoyé un mail à Sarah qui est juste en dessous de moi. Vous lui dites je veux venir le 2, le 3 ou le 4, etc. On vous paye le déplacement, l'hôtel pour que vous puissiez prolonger cette discussion vraiment à un congrès. Vous allez voir qui est exceptionnel au niveau des orateurs. Si vous avez l'occasion, y compris Thierry, le Parisien, là, le plus proche de nous, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le détour. Moi, j'ai été ravi d'être avec vous, de passer un moment avec vous autour de la neurostimulation. Je vous remercie infiniment pour votre accueil. Et Saïd, un énorme merci à toi.
Merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt, à bientôt. Merci beaucoup. Pardon, j'ai oublié de dire, pour l'intelligence artificielle, John Bennett, il est très passionné par ça. À l'occasion, on peut faire éventuellement pour te connecter avec d'autres gens qui font donc la stimulation, l'intelligence artificielle aux États-Unis, en Australie, un peu partout. Ouais. John, that's a shame that we were talking to French, but hopefully we're going to have the opportunity to meet together and to discuss about new developments in artificial intelligence development. Oh yeah, we really want to get into that. We really want to get into that online. So anything that you have would be welcome to televise. That would be wonderful. Okay. Merci beaucoup. Hein. Thank you very much, John. Et merci Philippe, merci Thierry, merci Carl, Adrien, à tout le monde, Omar, John. Merci. Thank you very much. Bon week-end à tout le monde. Thank you very much, everybody.